Bonjour. Quand faut-il penser à une arythmie ventriculaire primitive à l'origine de syncope ou de convulsions chez un sujet jeune? Telle est la question que nous allons essayer de résoudre en nous intéressant tout particulièrement à la détection sur l'électrocardiogramme de deux entités particulières chez le sujet jeune qui sont rares mais potentiellement mortelles, le syndrome de Brugada d'une part et le syndrome du QT long, congénital ou acquis d'autre part. Alors, donc le mécanisme est le suivant, le patient fait une arythmie ventriculaire. C'est responsable, lorsque c'est très rapide, d'une ischémie cérébrale. L'ischémie cérébrale est responsable de la syncope. Et lorsque cette ischémie cérébrale se prolonge, eh bien on peut avoir un masque de convulsions trompeur, mais les convulsions peuvent tout à fait être secondaires à la syncope. Et il faut non pas simplement évoquer des causes neurologiques, mais des causes cardiologiques chez un sujet jeune. Et d'autant plus que les causes bénignes sont les plus fréquentes, il faut faire un électrocardiogramme à tout patient car les causes graves sont les plus rares, mais évidemment le pronostic n'est pas le même et c'est donc l'électrocardiogramme qui va nous permettre de trier ces patients à condition de bien l'utiliser. Alors, le diagnostic est parfois très facile. L'arythmie ventriculaire est patente, le sujet a une tachycardie à complexe large, même si vous n'êtes pas un spécialiste de la tachycardie ventriculaire, ici c'en est une, eh bien évidemment, un patient qui a fait une syncope va être hospitalisé, monitoré, le diagnostic sera fait. Il sera fait probablement également, si vous avez la chance d'observer une récidive d'un trouble du rythme, il s'agit ici d'une torsade de pointe, vous voyez comme les ondes d'air changent d'axe au cours de cette tachycardie soutenue, il y avait des signes avant-coureurs, notamment des ESV sur un QT long, et puis tout d'un coup, donc, survenue de cette torsade de pointe. Il faut évoquer également, tout simplement, devant des ESV qui n'ont rien à faire ici, comme sur un cœur sain, enfin le sujet n'a pas de pathologie connue, vous avez des ESV très bizarres, très larges, assez fréquentes, et dans ces conditions, chez un sujet qui a beaucoup de ESV, il faut évoquer une arythmie ventriculaire sévère. Deuxièmement, les QRS sont très anormaux, comme ici. Quand vous voyez un électrocardiogramme avec des QRS très anormaux, même si le patient n'a pas de symptômes, il faut évoquer une anomalie structurelle patente. Il s'agit ici d'une cardiomyopathie hypertrophique. Chez le sujet jeune, ça peut être une forme congénitale, qui est responsable de cet aspect électrocardiographique. Ici, il s'agit d'une cardiomyopathie hypertrophique apicale. On peut reconnaître ces ondes extrêmement négatives, très très évocatrices. Donc une CMH peut s'accompagner fréquemment de troubles du rythme ventriculaire et la syncope peut être révélatrice de la CMH par le biais des arythmies ventriculaires. Ça peut être tout simplement une forme d'HVG relativement plus banale. Là tout à l'heure c'était assez bizarre pour être évoqué. Ici, il s'agit d'une HVG relativement banale. Évidemment, une HVG chez un sujet jeune, c'est tout à fait anormal. Et il faut évoquer le diagnostic et faire l'imagerie. En général, l'échographie suffit à faire le diagnostic. Ici, vous avez une autre forme de cardiopathie, cette fois-ci structurelle grave chez le sujet jeune. Vous voyez, il s'agit d'un bloc de branche droite tout à fait anormal. D'ailleurs, est-ce qu'il s'agit d'un bloc de branche droit? On peut s'interroger parce que vraiment on a un aspect très anormal avec des ondes R', R seconde tout à fait bizarres qu'on appelle les ondes epsilon, ici on la voit bien, et il s'agit d'une dysplasie rythmogène du ventricule droit. Alors c'est reconnu devant des blocs droits très très impurs avec des troubles de la polarisation dans le territoire droit. Et évidemment, à chaque fois que vous avez des QRS tout à fait bizarres comme ça, il faut évoquer le diagnostic d'une cardiopathie structurelle. Je vous en montre un deuxième exemple ici. Vous voyez, ça peut avoir un masque relativement proche du bloc de branche droit, mais un certain nombre de critères comme ici les ondes T inversées profondes et un élargissement du QT doivent vous faire évoquer des cardiomyopathies rythmogènes du ventricule droit, donc CMH, CAVD, lorsque les QRS sont irréguliers, c'est facile à évoquer. Et ce qui est plus difficile, c'est le substrat rythmogène caché dans la repolarisation. Cette fois-ci, il n'y a pas d'anomalie des QRS, mais vous voyez bien que la repolarisation est tout à fait anormale et on va étudier en premier le syndrome de Brugada. Alors, le syndrome de Brugada, parfaitement décrit depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est un syndrome qui associe un aspect particulier du sus-décalage de ST. Vous voyez ici un aspect dit en dôme pour le type 1. Le type 1
est un électrocardiogramme qui permet le diagnostic de syndrome de Brugada. Nous verrons que ce n'est pas le cas pour les autres. Alors, il y a des critères qui sont liés à l'importance du sus-décalage, du take-off, comme on dit, du point J, hein, vous voyez, largement plus de 2 mm ici. Un aspect en dôme, hein, il ne s'agit pas d'un bloc de Bangerois une fois de plus, hein, ce sont des ondes J plutôt, de syndrome de Longy. Vous voyez, soit rectiligne, soit un petit peu convexe vers le haut, avec dans les dérivations V1, V2, souvent des ondes T inversées assez profondes, et il y a des critères qui permettent d'en faire le diagnostic, mais franchement cet aspect triangulaire comme ça, ou en dôme, est pathognomonique. Hein. Les patients sont indemnes de maladies structurelles, quoique en IRM on peut trouver des choses dans la chambre de chasse du ventricule droit, et ce sont des maladies avec des mutations génétiques du canal sodique permanent à pénétrance variable, donc souvent familiale, et c'est une analyse qui est faite a posteriori. L'âge moyen du diagnostic est autour de 40 ans, avec un ratio considérable d'hommes par rapport aux femmes de 10 sur 1, c'est une prévalence voisine de 1 pour 1000. Ce sont des symptômes qui surviennent le plus souvent au repos ou la nuit, hein, et on peut avoir des palpitations, une syncope, tout simplement brutalement une gêne thoracique liée à l'arythmie ventriculaire rapide. Et puis le conjoint peut noter également des aspects de respiration agonique nocturne, car lors de la nuit il existe des tachycardies ventriculaires qui sont responsables de pause. Voilà, donc il existe un risque de mort subite, bien évidemment. C'est pour ça que cet électrocardiogramme doit être bien connu. Voici un exemple typique. Celui d'un homme de 26 ans qui a fait plusieurs malaises au fond de sa salle de cinéma, dans la salle obscure, vers la fin de la séance. Souvent, il ressentait vraiment une gêne complète avec des vomissements, il était obligé de se retirer, et là, le matin même, il est venu aux urgences, car il a fait une syncope, il s'est retrouvé par terre, il est venu d'ailleurs lui-même, et lorsque l'infirmière d'accueil a fait cet électrocardiogramme, le diagnostic a été posé sur cet aspect de syndrome de Brugada de type 1, vraiment pathognomonique. Hein, vous voyez un aspect, comme on vient de voir ici, tout à fait en dôme, en V1, V2. Vous voyez que dans les dérivations gauche, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'anomalie des QRS, ce n'est pas un infarctus, ce patient n'a aucun symptôme au moment de l'examen. Il ne faut surtout pas le rater. Il faut monitorer d'ailleurs ce patient. Ce qu'on a fait, lorsque lui a annoncé qu'il avait un syndrome de Brugada, eh bien, son cœur s'est accéléré, et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le Brugada a quasiment disparu. Donc quand on dit que le Brugada est révélé par des aspects liés à la bradycardie, vous le voyez bien ici, et que au contraire, on peut le rater, car l'aspect du Brugada est fluctuant, et vraiment c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est que devant un Brugada qui n'a pas l'air d'un Brugada, il faut quand même l'évoquer chez un patient symptomatique, parce que les formes peuvent être vraiment difficile à diagnostiquer sur un électrocardiogramme fait aux urgences, et il faut parfois des manœuvres de provocation ou la position haute des électrodes, hein, souvent des positions 1 ou 2 espaces plus haut pour V1, V2 révéleront le Brugada. Donc le Brugada type 1, je voulais vous en montrer 4 exemples ici pour que vraiment vous les reteniez sous toutes ces formes, vous pourrez les regarder tranquillement. À chaque fois cet aspect un peu triangulaire en V1, V2, qui ne va pas plus loin que V1, V2 d'ailleurs en général. Donc c'est vraiment évocateur et très important à retenir. Je voulais vous montrer encore un dernier exemple de Brugada, celui de cet homme de 30 ans. Vous voyez ici il y a une particularité, c'est que c'est un Brugada lié à une tachycardie. Alors tout à l'heure on a vu que les Brugadas disparaissaient plutôt avec la tachycardie. Il faut comprendre que certains Brugadas sont liés à des causes extérieures qui sont révélatrices. Ça peut être des médicaments, ça peut être des toxiques, ça peut être une hypercalémie, des fièvres. Chez ce sujet, il s'agissait d'une intoxication médicamenteuse, il aurait pu s'agir d'une fièvre. Regardez comme le Brugada peut totalement disparaître. Ce sujet est prédisposé au Brugada. Hein. Donc évidemment, s'il a ça et des symptômes ou une maladie intercurrente, il faut l'hospitaliser. S'il n'a aucun symptôme, et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin. Et évidemment, vous souvenir qu'il y a des formes de passage et qu'il faut toutes les connaître. Voilà. Donc le Brugada de type 2, on vient d'en voir un exemple tout à l'heure de passage de 1 à 2, hein, c'est l'aspect en selle. Vous voyez ici, vous avez un aspect en selle avec une onde d'air extrêmement large, et il y a des critères à 5 mm de hauteur du point J, il y a des critères qui permettent d'en faire le diagnostic. Alors voilà un aspect de type 2, typique, aspect en selle. Vous voyez cet aspect en V1, V2 un peu bizarre, sus-décalage que certains, je vous l'ai déjà dit, prennent souvent à tort pour un syndrome coronarien. On est parti pour la troponine, mais vraiment cet aspect en selle chez un sujet symptomatique ou asymptomatique doit vous évoquer un Brugada de type 2 avec les formes possibles de l'un à l'autre. Je voulais remercier
Life in the Fast Lane qui fait un excellent travail de formation sur le Bourgada entre autres. Et voilà, je voulais vous montrer toutes ces formes de Bourgada qu'on peut rencontrer aux urgences. C'était vraiment tous des ECG qu'on en rencontre. Faut comprendre que le type 2 est presque 10 fois plus fréquent que le type 1 et que si on a un œil exercé, on en trouve relativement fréquemment. Alors, donc, après le Bourgada, nous allons étudier le syndrome du QT long, que ce soit un QT long congénital ou pas, c'est le deuxième substrat rythmogène patent. Nous ne verrons pas le QT court. Alors, le QT long congénital, c'est une entité qu'il faut reconnaître une fois de plus sur l'association d'un QT très pathologique comme ici, et de troubles du rythme, de syncope ou de convulsion. Hein. C'est un syndrome héréditaire, cliniquement et génétiquement très hétérogène, qui est associé à un QT long, avec un risque élevé de syncope ou d'arythmie ventriculaire. Hein. Il s'agit d'anomalies génétiques qui concernent 3 gènes principaux impliqués dans la repolarisation ventriculaire. L'intervalle QTC, on verra comment on le mesure, est fréquemment supérieur à 500 millisecondes, c'est un chiffre clé qu'il faut retenir. Il s'agit d'un intervalle QTC corrigé par rapport à une fréquence cardiaque de 60 par minute, hein, sur plusieurs électrocardiogrammes, tout en sachant que, comme pour le Bourgada, eh bien, le QT long peut parfois être beaucoup plus difficile à repérer sur un ECG standard, car il est, comme on dit, borderline. Alors il y a des valeurs au-dessus de 450 qui restent évocatrices. Hein. On peut même voir des valeurs un petit peu plus basses chez l'homme, jusqu'à partir de 430. Et évidemment, à partir de 430, si vous ne savez pas bien mesurer le QT ou vous avez une doute sur la forme du QT, il faut demander un avis. Comme on va le voir, c'est plutôt l'association d'un QT long et d'une forme pathologique de la repolarisation qui va vous permettre de faire le diagnostic. Une fois de plus, je vous répète que la durée du QT peut varier rapidement et être normale lors de l'enregistrement, et que dans les cas douteux, il y a d'autres signes qui peuvent vous permettre de faire le diagnostic, dont le score de Schwartz. Alors, voici une forme de type 1, hein, le QT congénital de type 1. Vous voyez que c'est une tête relativement banale, comme ça, vite fait, comme on dit. Il a été publié dans le JAMA 2003, les formes 1, 2, 3, je vous engage à lire cette revue. Le QT est long, vous voyez, indiscutablement long, et en plus avec une base très large de long de T, hein, c'est pas du tout un aspect normal. Il faut avoir des ordinateurs qui vous mesurent le QT, mais il faut aussi regarder les valeurs qu'elles vous donnent, mais aussi il faut le mesurer vous-même. Vraiment, il y a parfois des vies qui dépendent de ce fameux QT. Il ne suffit pas de regarder les QRS ou le ST. Vous voyez ici, il n'y a pas photo. Lorsqu'on sait mesurer un QT, donc en général en D2 ou en V5, mais ici je vous ai pris, on peut le mesurer partout, vous voyez que le QT est extrêmement long, à 580 millisecondes, donc presque 3 grands carreaux, puisque 3 grands carreaux, ça ferait 600 millisecondes. Vous rapportez ça à la fréquence cardiaque du patient, évidemment, ce sont des gens qui sont souvent avec des fréquences cardiaques un peu lentes, et ça vous donne des QT longs, ici Frédéricia, à 560 millisecondes. Hein. Alors vous avez un super site qu'il faut avoir sur son téléphone par exemple, ou facilement, que vous retrouverez, qui donne des QT en fonction de la fréquence, hein, que ce soit en millisecondes, en secondes, vous donnez le RR précédent, et vous pouvez avoir 4 formules différentes. On va voir qu'il y en a besoin de 4. On ne sait pas exactement quelle est la meilleure, mais ce dont on est sûr, c'est que Basette est la moins bonne. Et je vais vous le prouver un petit peu plus tard. Mais ici, quand vous avez des QT très longs, bien entendu, avec des fréquences cardiaques lentes, tous vous feront le diagnostic de QT long corrigé supérieur à 500 millisecondes sans problème. Voici un deuxième exemple. Vous voyez que ça a un aspect un petit peu banal, une fois de plus, cette repolarisation. Tous les QRS sont normaux, mais on trouve une onde U ou une onde J ou une onde T un peu bifide. Hein, vous voyez. À vrai dire, on ne sait plus trop où se termine la repolarisation avec cette onde T ou cette onde U ici. Eh bien, c'est cet aspect que je vous donne de mémoriser, surtout cet aspect-là en V1, là, cet aspect en S, en canard, moi je dis, avec cette grande base ici, ce QT, même si vous ne savez pas le mesurer, il est très évocateur. Alors, justement, tous ces QT un petit peu longs à mesurer comme ça, avec des ondes U ou T plate terminale, cet aspect-là doit vraiment vous évoquer des QT longs. Alors, il faut intégrer l'ondu, si vous voulez vraiment en rater aucun, hein, tant pis, hein. Si l'ondu est anormal, de toute façon, c'est pas très grave si vous l'avez mesuré à tort comme étant élevé. Ce qui est important, c'est de ne pas les rater. Le QT ici fait 570 millisecondes, probablement un petit peu exagéré, mais ce n'est pas grave, car ce qui compte, c'est de les repérer, ces patients. C'est difficile à mesurer. Une fois de plus, un deuxième exemple, vous voyez, méfiez-vous des ondes U supérieures aux ondes T.
Méfiez-vous des ondes T un peu dédoublées comme ça, avec des triples bosses. Lorsque l'ondu dépasse l'onde T, vraiment, probablement, il existe un QT long. Que ce soit acquis ou congénital, ça n'a pas d'importance. Il faut vraiment se poser des questions avec le spécialiste sur la cause de ce QT long. En voici un troisième exemple ici qui ne pose pas photo. Et des fois, l'onde T n'est pas aplatie, elle est vraiment très ample. Hein, et la méthode de la tangente permet de calculer ce QT ici à 520 millisecondes. Et quand on le rapporte à la fréquence cardiaque, évidemment, rapide, ça fait des QT extrêmement longs. Il n'y a pas photo là-dessus, ça c'est facile à repérer. Une onde T très pathologique, un QT parfois long à mesurer, mais c'est pas grave. Sachez surestimer vos QT plutôt que les sous-estimer. En tous les cas, mesurez-les, tout comme ici. Un dernier exemple. Une ondue encore un petit peu anormale, vous voyez, une onde T un peu diphasique, on va la retrouver ici. Tout ondu comme ça, ou tout onde T diphasique avec cet aspect très bizarre ici, encore vraiment un QT long qu'il faut ne pas rater. Il faut en chercher la cause et référer ce patient au spécialiste. Sachez qu'il y a des médicaments inducteurs qui font le diagnostic différentiel du QT long congénital, notamment les médicaments avec 3 classes, les antiarythmiques, mais évidemment les neuroleptiques et les antibiotiques. Mais enfin, il y a tout un nombre de médicaments qu'il faut connaître qui peuvent allonger le QT, donc il faut prendre son temps et vraiment faire le ménage. L'hypocalémie, évidemment, est un grand pourvoyeur de QT long. L'ischémie myocardique, évidemment, et le Takotsubo, bien entendu, etc., etc. Donc voici un patient qui est sous neuroleptique. Le patient a fait souvent une syncope, alors on est toujours un peu embêté chez ces gens qui prennent des neuroleptiques. Est-ce que c'est une convulsion? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Ben, écoutez, c'est simple, il faut mesurer le QT. Ici, il y a un QT hautement pathologique. Ce patient prend des neuroleptiques, souvent des associations de neuroleptiques. Il faut hospitaliser ce patient et probablement changer son traitement, comme il est recommandé de le faire. Hein. Ici, si vous mesurez son QT à 520 millisecondes, soit l'ordinateur vous le donne. Alors, si vous donne basette, bah, il surestime un petit peu, mais c'est pas très grave. Ici, ça pose pas de problème, parce qu'on est proche de 60 et que toutes les formules sont à peu près les mêmes, autour de 60 par minute. Donc toutes les formules vous donnent un QT supérieur à 500, moi je l'ai recalculé à la main, vous voyez qu'on était plutôt proche de 520, mais à la main on sous-estime légèrement. Et les recommandations, c'est que au-dessus de 500 millisecondes, un QT long, quel qu'il soit, congénital ou pas, est hautement anormal, alors que dans les formes supérieures à 450, 460 chez la femme, il faut évoquer en tous les cas une anomalie du QT et coupler ça à la clinique pour essayer de prendre la bonne décision. Je voulais vous montrer ce qui se passe avec la formule de Basette, parfois, dans les QT un peu borderline. Vous voyez qu'on est sur une bradycardie, ici à 42, le Basette ne voit pas le QT long, supérieur à 450, alors que toutes les autres formules le voient. Et je reprends un dernier exemple avec le Basette. Ici nous sommes sur une tachycardie modérée à 105, le formule de Basette exagère le QT. Toutes les autres formules vous dites qu'il est normal, mais le Basette exagère le QT. Donc la formule de Basette est la plus mauvaise, malheureusement, en cas de bradycardie ou de tachycardie pour détecter un QT long. Et je voulais vous le dire, c'est parfaitement reconnu par tous les auteurs. Le syndrome du QT long peut être lié à une hypocalémie. Je voulais vous montrer 2-3 exemples ici. Franchement, le QT est très évocateur ici lorsqu'il est en S italique couché. Vous voyez, la fin de l'onde T est collée maintenant à l'onde P. Ici, vous avez une onde supérieure à l'onde T. Là, vous avez une forme un peu plus compliquée où l'onde T est plate. Donc, ça va être des QT très difficiles à mesurer, mais méfiez-vous des ondes T masquées dans P. C'est pas simplement une onde P, ça vous avez vu sa tête en V6. Donc, attention à l'hypocalémie, pourvoyeur d'une grande richesse sémiologique sur le QT. Et je pense que nous en avons terminé. Vous avez retenu qu'il était facile de penser à une arythmie ventriculaire en cas d'extrasystole ventriculaire maligne, de tachycardie ventriculaire, de torsade. En cas d'anomalie des QRS, il faut évoquer une cardiomyopathie hypertrophique du sujet jeune, une cardiomyopathie notamment apicale ici, avec des ondes T très profondément inversées, et des QRS très amples, le diagnostic est facile sur la forme des QRS. Tout bloc droit également doit vous faire évoquer une pathologie du cœur droit, et notamment la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Des AVD ou des VDA, ça dépend comment on dit aussi cardiomyopathie arythmogène du ventricule droit. Vous voyez avec cette anomalie de la repolarisation et un bloc plus droit que droit, comme on dit.
Nous avons vu également le syndrome de Brugada avec les formes un petit peu intermédiaires entre le type 1 et le type 2, mais on a vu qu'il y avait des passages de l'un à l'autre et qu'il faut être très vigilant chez un patient symptomatique et regarder attentivement les dérivations précordiales, souvent les remonter pour les enregistrer un petit peu plus haut, le syndrome du QT long congénital, un QT souvent qui peut être borderline, à 450, avec une onde T très pathologique, une difficulté à mesurer le QT comme vous l'avez vu, mais souvent l'onde T est anormale. 450, il faut savoir l'évoquer, évidemment plus de 500 c'est facile, et lorsque les sujets ont des médicaments, eh bien méfiez-vous des convulsions chez un sujet jeune qui prend des médicaments. Peut-être qu'il a un QT long congénital démasqué par les médicaments, en tous les cas cet aspect très anormal en bifide de la population doit vous faire évoquer le diagnostic. Je vous remercie.